Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans King Energy. Comment ça va, monsieur Fernand Lopez, après ce Ares 11 qui a été ponctué d'un comeback du siècle, j'ai envie de dire. Je vais bien, oui. Je vais très bien. Arès, une belle réussite. Non, c'est bien. J'ai remis mes émotions et donc tout va bien. Et toi, tu vas bien? Ça va très bien, mais c'est vrai, je vais être honnête et transparent. Jusqu'au combat d'Abdou, le retournement de situation, j'ai trouvé mine de rien dans les combats que c'était le plus décevant de tous les Ares. Non. Oh si. C'est vrai? Ouais, en fait, je trouvais, enfin, déjà le mine de rien, Freddy Kemayo contre Michael Grogu, j'étais dégoûté. Je pense que toi aussi. Ouais. Ouais. Voilà. Salement dégoûté, ça c'est. Attention, les Michael Droghi étaient au rendez-vous, hein. Ouais, Il voulait en découdre. Même, d'ailleurs, même Freddy, je pense qu'il était prêt. Mais tu sais, le démarrage du combat, il s'est loupé sur ce Loki qui a fait tomber. Ensuite, le combat n'a plus jamais été le même. Du coup, on n'a pas pu voir une opposition, on n'a pas vu un banger, on n'a pas vu ce qu'on voulait voir. Écoute, je pense qu'ils n'ont pas dit les derniers mots et que leurs chemins vont se croiser à un moment donné. d'accord, ok, t'as déjà des choses de prévues du coup? Je sais pas, je sais pas encore comment ça va se passer, mais T'exclus pas une revanche, quoi. je n'exclus pas une revanche, je n'exclus même pas oui, je pense ils vont se affronter et puis peut-être que Xavier Le Sou pourrait rentrer dans la game à un Ah, moment donné. et voilà. Non, mais ça serait pas mal. Ça, ce serait pas mal. Bien, et puis donc oui, bah, faut qu'on parle du main event. Abdouragimov, ça sentait très très mauvais pour lui jusqu'à ses soumissions dans les dernières secondes. Est-ce qu'à un moment donné, Fernand, tu t'es dit, oula, on a peut-être eu les yeux plus gros que le ventre pour Abdul. Non, ce n'est pas à un moment donné, c'est tout le temps. Ok. Non, je vais être très honnête, c'est à partir du deuxième round, euh, je suis un être humain, je me mets à douter. Je me dis, bon, est-ce qu'on n'a pas mordu un bout de viande qui est difficile à mâcher, quoi? Est-ce que c'est pas un peu plus gros que ce qu'on pensait? Euh, et puis, il y a encore un espoir. Il y a eu cette guillotine qui dure quasiment 60 secondes où il met toute son énergie dessus. Et puis, ça ne tape pas. Et là, tu te dis, bon, c'est échec et mat, c'est fini. Faut remballer, toi, c'est fini. Et puis, il y a cette magie qu'il fait, je sais pas mentalement où il va chercher ça. Mais, mais, mais non, c'était une soirée difficile. Et là, quels sont les enseignements que vous avez tirés de tout ça? Les enseignements, le premier enseignement, Plus jamais à 84, peut-être? c'est que 84, non, peut-être, parce que ça dépend toujours du 84. Mm. Là, on a abusé. Là, on a abusé. Aller chercher un 84 kilos qui est 34e mondial, je ne sais pas si tu te rends compte ce que ça veut Ouais. dire. C'est devant Robocop. Ouais. Ah non, non, c'est pas que devant Robocop, c'est que 104e mondial, le mec, il est devant ce mec-là que tu appelles Robocop, c'est Grégory, le Brésilien. Exactement. C'est devant Grégory Baben, l'un des meilleurs combattants français des MMA, qui est au Bellator. C'est devant, c'est que le Fight Matrix a été remis à jour. Je n'ai pas les notes devant moi, mais c'est hallucinant Mais ce ouais, il qu'il est a comme deuxième note. français juste derrière C'est, Nassourdine c'est, Abdou. si tu me donnes une seconde, je te le sors, mais c'est effrayant. Le classement, là, il est à peine derrière Nassourdine, mais avec une pléiade de combattants de MMA à l'UFC qui sont derrière lui. On parlait de Robocop qui s'appelle Grégory Rodriguez. Il est numéro 40. Le gars à l'UFC extrêmement actif. Il vient de combattre sur la main carte de l'UFC 283. On a Caio Borraio, qui est 41e. On a Joachim Buckley, qui a combattu contre Nassoudine Mavov, qui est 43e. On a Edmond Chabazian, qui est 44e. On a Abdul Razak, qui vient de combattre, là, qui a call out encore lui-même Joachim Buckley, qui est
66e. On a Albert Douraev, il est quoi, à 68e. On a Marc-André Barrio, 72e. On a Phil Hose, celui qui avait battu Nassoudine Imavov, qui est 74e. On a Grégory Baben, 86e mondial. On a Alessio Di Chirico, italien, 120e. Tout ce monde sont derrière Abdul dans une catégorie qui n'est pas la sienne. Abdul est tombé à la 34e place. Donc, si tu veux, l'enseignement, c'est que tomber en avant, c'est souvent bien, ça paye. En général, c'est mieux de tomber en avant et d'aller viser haut. Mais l'autre enseignement, c'est que faut pas prendre n'importe qui à 84 kilos. Faut pas, quand on se surclasse, on va à la KT au-dessus, vaut mieux ne pas prendre n'importe qui. C'est chaud. C'est vraiment chaud. On a tiré le diable par là que c'était dur. Et là maintenant, la suite? Euh, J'évite de dire n'importe quoi, mais on est sur la bonne voie. On a un contact assez bien établi avec l'UFC, avec une projection de Abdul à l'UFC. Très. Je n'ai pas une date, Oui, non, non, non. je n'ai pas le contrat sous les mains, mais on pense que c'est complètement sur la bonne direction. C'est que ce soit de la part de Shane Shelby, le matchmaker, il cherche une place de manière active, que ce soit de la part euh, de, de ceux qui s'occupent, le président du Fight Pass, qui lui m'a confirmé qu'il a une conversation avec les matchmakers qui voulaient savoir quel était le riche de Abdullah Abduragimov lors de son dernier combat, quel a été le nombre de personnes connectées sur UFC Fight Pass Rank Combat. Et il me dit, ça a l'air positif, je pense que le matchmaking le veut. Bon. Donc, je ne veux pas ouvrir ma bouche tant que je n'ai pas fait la signature et que ce n'est pas sur la main le contrat. Du coup, je ne dis rien. Mais je pense que Abdul, sur 2023, sera à l'UFC. Ça sent donc bon pour Abdul. Il y avait aussi l'autre star qui est vraiment en train d'exploser dans le MMA français, c'est Baysangour Shamsudinov, qui avait beaucoup parlé avant son combat, qui a assumé, qui est reparti avec le bonus en plus. Et il y a eu Mm. toutes ces, enfin, et ça continue d'ailleurs, toutes ces discussions autour d'un éventuel combat avec Cédric Doumbé. Là, c'est une occasion en or de faire un money fight, Fernand. En money fight, tu t'enflammes un peu, là. Quand même, Tu, tu là, t'enflammes un peu. le Non, dôme serait trop petit. Euh, oui, je pense que le dôme serait petit, mais c'est un combat qui ne se fera jamais. Pas, les conditions ne sont pas. Enfin, ok, moi, ta question, c'est de savoir si je peux le faire, si je veux le faire. Oui, Ouais. je peux le faire. Je peux le faire au calme. C'est que j'ai vraiment avec beaucoup de plaisir parce que les deux ont une trajectoire super bonne. Les deux vont dans la même direction. En général, les banger fights, c'est souvent des gens qui vont dans la direction opposée. Là, la direction elle est la même. Chacun veut sa place vers le plus haut niveau à l'UFC. Les deux ont un parcours avec un background assez intéressant. C'est que même si aujourd'hui, alors le parcours de Cyril Doumbé est sans faute, hein. Enfin, quasiment sans faute, plusieurs fois champion de Glory, il a fait son boulot et donc du coup, même si sportivement par là, il a peu d'espérance sur le MMA, il a une très grosse espérance sur les gros combats, il a une très grosse espérance sur les main events, il peut gérer la pression, il peut gérer tout ça, c'est une très bonne chose et en dehors de ça, il y a un certain public qui l'amène avec lui à condition qu'il y ait la promotion qui sache le vendre, qui puisse le vendre à un bon niveau. Bazango, de son côté, on ne peut pas négliger ce truc qui n'a pas eu des trophées, hein. Ça qui n'a pas été champion du Glory ou champion de l'ADCC ou quoi que ce soit, Ouais. mais on sait qu'il a un background de lutteur, il a une condition physique qui lui permet d'aller s'opposer, d'apporter un match assez intéressant. Ah non, moi je serais complètement ouvert à la possibilité de faire un combat entre Baki et puis Céline Doumbé, sans aucun souci. Mais je te dis, faut pas rêver.
Ça ne se fera pas parce que chacun parle de son côté, mais en réalité, euh, il y a une envie de la part. Il faudrait pouvoir changer de promotion. Et quand tu es dans une promotion et que tu ne veux pas prendre des risques, surtout que tu te dis avec un peu de chance, je peux signer à l'UFC, bon, tu ne prends pas des risques. C'est pour ça que je te dis, faut pas s'enflammer, il y a rien de, il y a rien de, ça va se parler sur les réseaux et ça va se calmer tout ça, il y a Ouais. rien. Bon, ok. Bon. Ça n'arrivera pas malheureusement pour nous, quoique on sait jamais ce qui peut se passer à l'UFC, j'allais dire, à Ice Fighting Championship et en MMA, tout est possible. Mais pour Baki, est-ce que là tu commences à te dire, bon, ça commence à être un peu compliqué pour lui de lui trouver des adversaires, il l'a dit en plus en conférence de presse, bah il se voit déjà au niveau UFC, il y a des appels du pied pour le title shot. J'aime être objectif. Et de manière très objective, Paysango a sa place encore sur Arrest au calme. Avec le discours de je n'ai plus ma place sur Arrest, c'est dur. C'est dur parce que Arrest, il y a des tueurs. Hein. C'est que oui, il y a la fédération qui nous empêche de pouvoir faire à Baki un combat contre euh, l'Italien Damiani ou bien l'Argentin Sarpoli ou alors Michael Lebou, le Français ou Carla Moussou. Mais je ne pense pas que les noms que je viens de citer là aient un problème à affronter Baki. Hein. C'est que, Mhm. attention, c'est pas non, c'est pas si facile. Je pense que Basango est un jeune qui a un avenir incroyable, qui va certainement finir au très très haut niveau. Je n'ai aucun doute là-dessus, mais ne le mettons pas en danger. Ne nous mettons pas en danger. Aujourd'hui, il y a encore de quoi faire. Il y a même de quoi déjà tabasser complètement les mecs de Sakaté. C'est qu'il a affronté trois adversaires qui sont solides, mais on a bien vu qu'il a la décision avec chacune de ces personnes. S'il avait disposé complètement de ces trois adversaires et les avait battus par KO, par soumission au premier round, bon, on commence à dire ça va trop vite à la Hmm. manière de Shimaev, à la manière de ces personnes-là qui viennent et te marchent dessus complètement. Non, je pense que c'était un combat très divertissant, combat à sens unique. Il a complètement dominé, il n'y a rien à dire, mais ce n'est pas comme si il lui marchait dessus. Ce n'est pas un 18, quoi. Ce n'est pas un 10 et 8 de côté. Ce n'est pas un 17. Ce n'est pas. Tu vois ce que je veux dire? C'est un combat. Voilà. C'est un beau combat, mais sur lequel on aurait pu le voir étaler sa boxe encore un peu plus et mettre KO. On aurait pu le voir même aller chercher une soumission ou alors tellement frapper fort en grande pente qui est l'arrêt. Donc voilà, c'est mon gars, c'est mon gars, je l'adore, Bayasako. C'est une crème, je pense qu'il va aller très très loin, mais je le dis en toute objectivité, de manière tranquille. Euh, là, à date, tout de suite là, euh, non, c'est pas, voilà, tout de suite là, dire que l'UFC tout de suite, à date là, euh, avec les trois premiers combats qui étaient quand même des débutants et puis les trois derniers combats qui sont des vrais clients, mais sur lesquels on va à la décision, l'algorithme de l'UFC ne passe pas. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Surtout dans la catégorie des welterweight. C'est que si tu es chez les poids lourds, dans les records, je pense que le Management Factory, on a battu les records des signatures très tôt à l'UFC. Tu vois, c'est rare ça. Même le gars, le léger, ça, que les poids lourds, on a signé Francis à 5-1, on a signé Cyril à 2 combats à l'UFC. Euh, Taylor la plus, on l'a signé à l'UFC. Il avait 7 combats de mémoire, 7 ou 6 combats, je ne me rappelle plus. Non, non, 7 ou 8 combats de pancras pour la plupart, mais c'était un très short notice et parce qu'ils en avaient besoin. Aujourd'hui, effectivement, c'est très bien ce que Baki fait, c'est bien qu'il soit prêt, qu'il soit chaud au cas où il y aurait un short notice quelque part.
moi, j'ai la liste des mes gars qui sont toujours donnés et rappelés constamment au matchmaker de l'UFC. Je rafraîchis tous les jours. Dès qu'il y a une fin de combat, donc ça veut dire qu'aujourd'hui, ils sont au courant de Baki, mais aucune alerte sur Baki, quoi. Il n'y a pas un mot de on s'enflamme, on a envie de Baki tout de suite, tu vois. Ils regardent et puis ils disent merci. Et puis ils passent. Parce qu'on est encore à un stade où ils veulent que Baki soit testé. Et pour que Baki soit testé, il faut des vétérans de l'UFC. Les vétérans de l'UFC, voilà quoi, voilà quoi, Baki Michael Lebrou, Baki, je sais pas qui. Oui, donc pour toi, Euh, la suite pour Baki, voilà, ça va être un combat où il va être testé justement. Là, on est un petit peu moins dans la, enfin toujours dans la construction, mais tu vois ce que je veux dire, quoi. pour être tout à fait honnête avec toi, euh, 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 j'ai Carlamousse. demandé non, il est fou. J'ai demandé à la fédération de pouvoir faire une exception sur Baki, de la même manière que j'ai demandé pour Mehdi Saadi une exception pour faire la ceinture. Bah, j'ai demandé une exception pour Baki pour affronter l'un de ces mecs qui sont déjà bien classés pour la ceinture. Parce que du coup, on aurait le vrai test ultime. Et s'il est bon, bah, il passe. S'il n'est pas bon, on rétrograde. Mais je ne suis pas sûr que ça passe. La demande est en cours. Je ne suis pas sûr que ça passe, que j'ai une réponse. Comme disent les Américains, un likely. Je ne pense pas que ça puisse passer. Mais sait-on jamais. Je pense qu'on doit avoir l'honnêteté en tant que promoteur de dire aux athlètes, bon, non, viens, on se bat déjà pour remplir ce qu'ils nous demandent comme quota. Ils veulent qu'on ait 9 combats, 10 combats, on va les avoir. Si, entre-temps, tu as ton opportunité qui tombe et que tu signes à l'UFC sur un short notice parce qu'ils ont besoin de quelqu'un et que c'est une galère, bah, bien sûr qu'on prend l'opportunité. Mais si cette opportunité ne tombe pas, ne fais pas des grands rêves parce que tu vas te briser, tu vas te faire mal, tu seras déçu. Reste concentré, gagne les combats, arrive à ton 10e combat, tu auras la liberté totale à ce moment-là de pouvoir décimer la catégorie. Et là, tu pourras faire ce que tu veux. Pour le moment, ça sert à rien de courir. Ça sert à rien parce que dis-toi bien que devant toi, il y a des profils comme Abdul. Il a tout fait ce qui existe sur pouvoir gagner. Okay, on enlève le côté où il doit améliorer sa boxe. Abdul doit améliorer sa boxe, on en a parlé, j'ai discuté avec ses coachs. Voilà, il doit progresser au niveau de la boxe, mais être capable d'être placé 66e à 77 kilos mondial, hein, et être donc numéro 1 en France, très loin, être capable d'être classé 34e mondial à 84 kilos et 66e à 77 kilos, alors qu'il a une boxe douteuse, juste avec son point le plus fort qui est la lutte et le sol, c'est un magicien. S'il arrive à améliorer considérablement son footwork et sa boxe, son système de défense néanmoins en boxe, c'est un phénomène. On tient un phénomène. Donc, Il va y avoir des si tu stages comptes, intensifs justement juste pour Abdul au MMA Factory là prochainement. oui, peut-être, je ne sais pas. Encore, Enfin, le problème a été posé et là vous êtes en comment on va le le résoudre, problème quoi. a été posé, on en discute avec les coachs, on discute avec Abdul, on va voir ce qu'il a envie de faire, mais c'est un diagnostic que je donne en tant que promoteur, en tant qu'entraîneur, en tant que manager, en disant, grosso modo, ce que j'ai vu, si j'ai des axes d'amélioration à donner, je les donne à tous les athlètes que je vois combattre. Je vois Jordan Zebo combattre. Et je me dis, Jordan Zebo, il est capable de faire tomber tout le monde. Si Jordan Zebo améliore son sol de finition et qu'il est capable de soumettre des mecs, on tient peut-être quelque chose. C'est ce que je veux dire. On a juste besoin d'un élément très, très fort, très puissant, très fort. Abdullah, ce qui est très fort, il lui manque ce côté finisseur. Le côté de Baki, c'est améliorer les finishes. Pour un manager, c'est très, très compliqué d'arriver à l'UFC, de dire à l'UFC, j'ai un mec qui est sur 3 décisions, sur les 3 derniers combats, signez-le-moi. L'UFC a des dossiers où il y a des mecs avec 14-0, 20-0, que des finitions. Comment tu vas justifier pour dire, je vous place ce jeune, ne vous inquiétez pas, ils vont te dire, non, déjà il est très jeune, on veut le passer sur le contender série, on va déjà l'entraîner, on va le mettre sur un programme de progression et on ne peut pas te le mettre tout de suite. Donc,
Ce n'est pas, il est de notre devoir d'avoir ce truc-là d'honnête. Sinon, les gars vont être blessés. Les gens vont attendre longtemps. Tu vois un peu le cas d'Abdul. On toque à la porte tous les jours. Mais l'UFC ne traîne des pas parce qu'ils sont débordés, parce que l'origine du côté de la Russie des profils comme s'il y en a pas mal. Là, Gazigunov, qui est un athlète du MMA, du Management Factory, a été remercié par l'UFC juste au bout de deux combats, deux défaites. Il a été remercié. J'ai reçu la lettre de Tracy qui me dit, OK, on vous souhaite une bonne continuation. Et puis, si jamais il fait un bon parcours, il pourra revenir plus tard. Voilà l'état de l'UFC aujourd'hui. Ils ont sorti un mec à 77 kilos qui a fait une défaite à 84, une défaite à 77 kilos. Ils l'ont sorti. Bon, le mec avait un palmarès de 14-1. Ça va être difficile de dire qu'ils vont aller prendre un mec qui a 6-0 et qui a ses 3 derniers combats en décision. Il va falloir aller chercher les finishes s'il va s'améliorer. Donc, c'est important d'avoir ça en tête et de pouvoir guider nos élèves, leur donner la vérité pour les amener à bon port. Sinon, on va les perdre. Sinon, on va l'agir du mensonge et c'est pas bien. Ouais, non, c'est clair, avoir l'image un petit peu globale. Concernant le Common Event et la victoire d'Amin Ayoub, est-ce que là, pour le title shot éventuel futur, il y a une porte qui est ouverte pour lui? À quoi tu penses en particulier? Amin Ayoub va certainement faire la ceinture de 70 kilos le 12 mai. Ok. S'il y a un événement dans l'année que vous ne devez pas rater, c'est le 12 mai. Commencez à prendre vos tickets dès à présent. La billetterie ouvre dans quelques jours. La semaine prochaine, je crois qu'on a la billetterie du 12 mai. S'il y a un événement à pas rater, on va le blinder à mort. Je n'ose même pas vous dire les noms que vous avez sur le 12 mai. Le 12 mai, il y a quasiment 4 ceintures et il n'y a que des bangers. Banger sur banger. Il n'y a pas un seul combat. De la carte préliminaire jusqu'au bout, ça va être la mort. On va surcharger au max. Comme quoi, par exemple, du coup? Comme quoi, par exemple, je vais voir si j'ai la FAT 4, le début de la FAT 4, enfin le bon milieu de la FAT 4 de mai devant moi. Mais, euh, mais on a des beaux combats pour le Ares 15. Ares 15, on a quoi? On sait déjà qu'on a Mehdi Sadi qui va combattre. On sait déjà qu'on a Félix Klinger qui va combattre, qui fait son retour. On sait que sur cette carte-là, on aura Youssef Binaté qui va combattre. On sait que sur cette carte-là, on aura euh, Youssef Bouganen. On sait que sur cette carte-là, on aura Sami Sana. On sait que sur cette carte-là, on aura le deuxième combat de Mathias Ragnar. On sait que sur cette carte-là, on aura euh, Damien Lapidus, c'est sûr. On aura Michael Lebou, on aura Karl Amoussou. C'est une carte où Ah on ouais. va envoyer les chevaux. Voilà quoi. C'est une carte que Canal Plus attend beaucoup, sur laquelle on a beaucoup misé pour un événement. Et donc, voilà. Retenez cette date-là, le 12 mai. Checkez checkez vos calendriers et dès que ça se pointe, prenez les tickets tout de suite parce que ça va aller très très vite. Je vous le dis, ça va vraiment aller très très vite. Qu'est-ce que j'oublie sur cet événement-là? Je sais que sur cet événement-là, on aura également, euh, Bah déjà, là, c'est pas mal, hein. Parce qu'il y aura donc 2 combats pour le titre, c'est ça? c'est ça, Ok. c'est ça. On a au moins 2 combats pour le titre, mais je pense qu'on a même un troisième titre, c'est celui de 93 kilos. Ok. Et sur lequel on est en train de travailler. On essaie de placer dessus Omar Si. On cherche encore qui serait son adversaire. Mais on est ce sera une grosse raquette sur laquelle Ah Amin oui. Ayoub va donc faire la ceinture. Et peut-être que cette ceinture-là, en fonction de ce que Damien fait à 66 kilos, peut-être que cette ceinture-là serait la tentative de Damien d'aller chercher à être double champ. Alright. Et qui serait main event alors? Parce que là, il y a quand même pas mal de monde. Pour te dire la vérité, on n'a même pas encore décidé qui serait main event. On ne sait pas encore.
mais on a juste, on est encore en train de la remplir, la Fat 4. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Quasiment tout ce qui se fait comme grand nom français sera sur cette carte. Il n'y a pas un seul grand nom français. Voilà, quasiment tous les grands noms français sont sur cette carte. Hors de l'UFC, bien entendu. Et oui, oui, hors de l'UFC. Bon, bah, vivement le mois de mai, du coup. On avance, Fernand, avec lui. Enfin, je sais pas si t'avais quelque chose à ajouter sur Ares. Non, j'ai beaucoup apprécié la performance de l'adversaire de Tekena. Tekena, elle a gagné avec une puissance incroyable. Elle a un knockout power, elle a une puissance genou, point, génial. Mais je pense qu'il y a des actes d'amélioration dans sa manière de boxer parce que la petite Anglaise a exposé ces failles-là. Malheureusement, il lui manquait de la puissance et tout, et j'ai beaucoup apprécié ce qu'elle faisait. Je pense qu'on va la revoir bientôt sur Ares. J'ai, il y a un arbitre que j'aime beaucoup, que j'apprécie beaucoup, Naofel, qui a arbitré le combat de Pierna, c'est ça, Oui, contre contre Fessa Lucine. Fessa Lucine, mais c'est une mascarade. C'est une honte. C'est une honte pour notre organisation. C'est pas bien de faire ça. C'est une mascarade. Le Dans quel mec a fait une sens? erreur. C'est une erreur incroyable. Moi, j'ai vu l'action en direct. Le coup du genou du Polonais était directement dans la poitrine. Le coup du genou n'a jamais, jamais touché la tête de Fessa Lucine. Mais jamais. Et en plus, Fessa Lucine ne s'est jamais plaint de la tête. Oui, Il c'était y le a une genou, ouais, ouais. succession d'erreurs incroyables. Quand Fessa Lucine est en train de tomber, il a une torsion du genou. Il se plaint de son genou et le médecin entre et comme elle a l'information que Fessa Lucine a pris un coup de genou à la tête, elle va lui faire le test du suivi du doigt. Mais ce que Fessa Lucine n'a jamais eu de... Lui, il tient son genou et le médecin lui dit non, regarde mon doigt. Il y avait ni jamais, jamais. C'est incroyable. S'il y a un truc qui me dégoûte vraiment, c'est l'injustice. Et ce jeune Polonais va probablement avoir une défaite sur son palmarès sur une malencontreuse erreur que tu n'as jamais vue. Mais c'est une erreur, mais lamentable. C'est vraiment pas. C'est, on aurait juste remis la vidéo au ralenti, on aurait vu l'erreur. C'était archi facile à voir qu'il n'y a pas eu de coup de genou à la tête. Il n'y a rien eu. Il dominait complètement son combat. Même Fessa Lucine n'aurait pas aimé gagner de cette manière-là. Et je trouve que c'est pas bien. C'est pas ce genre de décision maison ne nous aide pas du tout. Attention, Fessal, c'est mon ami, ça nous bénéficie de dire j'ai une victoire avec Fessal, mais c'est ridicule. Ce n'est même pas du tout une victoire. J'espère vraiment que les gars ont déposé une demande de révision de la décision et j'espère vraiment que la fédération va revoir la vidéo et restituer la victoire aux Polonais, quoi. Parce que non, il n'a pas du tout perdu son combat et c'est pas bien. C'est pas bien l'injustice. Du coup, pour ça, là, tu ferais quoi, un rematch ou on avance quand même? Je ne sais pas, ça dépendra de ce que les deux veulent, mais dans un premier temps, déjà, c'est capital. J'ai vu qu'il y avait Badr qui a demandé à affronter ce Polonais-là. C'est un très bon match-up entre Badr et puis le Polonais. Ça peut être une très bonne chose. Ils ont chacun 4-1, 4-1, mais je trouve que ce jeune n'a pas 4-1. Je Hmm. trouve que ce jeune a 5-0. Je pense il a vraiment 5-0 et d'avoir été témoin comme ça de cette injustice en direct, ça m'a choqué. J'étais là et j'ai dit, mais ils sont pas sérieux, ils vont pas faire ça, ils vont pas faire ça. Et le mec, enfin, Naofel, il monte la tête, j'ai un coup à la tête, et il lui dit, va dans ton coin. Et dans ma tête, j'ai dit, mais il n'est pas sérieux. Faisal ne comprend pas ce qui lui arrive. Lui, il pense qu'on va l'arrêter pour incapacité puisqu'il ne peut plus marcher et qu'il a mal au genou. Et non, on lui donne la victoire pour disqualification. Il ne comprend même pas ce qui se passe. Hmm. Euh, non, c'est pas. Moi, ça m'a marqué. C'est un truc qui m'a marqué. Et puis, autre chose. Euh, je, je, le public qu'on commence à avoir sur Arrêt, c'est génial. Les athlètes ont des fan clubs. Ils ont vraiment des bons carrés, tout se passe bien, c'est génial.
Mais, j'ai envie de proposer un slogan au, au public, aux fans de Amin Ayoub. Venez, on dit Amin, Amin, fatigue-le, Amin, Amin, fatigue-le. Venez, on parle de fatiguer quelqu'un au lieu de parler de ce mot que vous employez, que je n'ose pas dire ici. Vous ne pouvez pas continuer à dire ça. Vous ne pouvez pas, je vais le dire juste pour que ça marque les esprits. Vous ne pouvez pas continuer à dire Amin, Amin, encule. Vous ne pouvez pas dire ça. C'est pas, on a un très beau public et vous ne pouvez pas dire ça. Vous êtes géniaux, vous êtes magnifiques, vous poussez les gars et tout, mais il y a tellement de beaux mots que vous pouvez utiliser. N'utilisez pas ce mot-là. Ne dites plus ça, s'il vous plaît. Quand vous arrivez sur l'événement Arès, donnez-nous une belle image. Voilà, trouvez un autre mot qui peut remplacer ça, s'il vous plaît. Voilà, c'est important, c'est important. parce que c'est vrai que quand le public découvre ça à la télé, effectivement, ça peut un peu surprendre. Bah oui, c'est ça. On passe en direct à la télé, on passe en direct sur Canal+. Donc, il y a 9 millions d'abonnés sur Canal+, qui sont habitués à regarder le ping-pong, je sais pas moi, La le voile, bobsleigh, ouais. la voile, ce que tu veux. Bon, ils découvrent un public qui chante en chœur quand la salle est silencieuse. Amin, Amin, nanana. C'est pas possible, les gars. Vous pouvez pas faire ça. C'est pas, vous ne rendez pas service à Amine en faisant ça. Venez, on trouve un beau mot. Fatigue, c'est bien. Amine, il va fatiguer ses adversaires, il va les gagner. D'ailleurs, bravo à Amine. Extrême, extrême belle stratégie. Il est resté très busy, très occupé. Il a fait un très bon boulot, une belle victoire. Ça vous démontre un peu le niveau du match entre Amine Ayoub et Damien Lapulus. On ne se rend pas compte quand on les va combattre. Parce que quand on sait c'est quoi le niveau de Oudela, et quand on voit ce que Amine a fait à Oudela, on se rend compte du niveau de Damien Lapulus et d'Amine quand ils font leur combat. Donc, encore félicitations pour lui et un public génial qui le suit partout, qui apporte de la force. Il faut juste changer les éléments de langage et on aura un public parfait. Bien. Alors, avançons un petit peu avec l'UFC. C'était l'UFC 283. Premier UFC numéroté de l'année. Retour de l'UFC au Brésil. Comme d'habitude, vous pouviez suivre ça à la télé, mais aussi sur le Twitter de Fernand Lopez. Bon, globalement, qu'en as-tu pensé, toi? Une belle carte. J'ai trouvé la carte belle. J'ai d'ailleurs trouvé que le combat des Arafènes était le combat que j'ai le plus aimé depuis qu'elle est à l'UFC. J'ai trouvé que c'était pas mal. Elle a gagné le premier round. Son adversaire est revenu au deuxième round. Peut-être c'est discutable. Et puis il y a le troisième round quand son adversaire a gagné. Mais j'ai trouvé que Zara était on point. Je crois que c'est la première fois qu'elle fait le poids sans problème dans cette catégorie. C'était bien ce qu'elle a fait. Euh, je ne sais pas c'est quoi la suite pour elle, mais en tout cas, elle est revenue pas mal avec une adversaire qui n'était pas saine, qui était très agressive. Et voilà. La carte, une belle carte. Moreno m'a impressionné. C'est dommage que ça se termine aussi rapidement, mais bon, voilà, il a mis une frappe, un bras gauche, qui a tout de suite fermé l'œil de son adversaire, Figueiredo, et c'était fini. Euh, j'ai beaucoup apprécié le fait que José Aldo soit devenu Hall of Fame, c'est une bonne chose. Très, très, très déçu du public brésilien. Ouais. C'est terrible, hein. C'est bizarre, hein. Très déçu. Très bizarre. C'est un truc de fou. C'est que là, déjà, la salle était quasiment vide jusqu'à la moitié de l'événement. Ensuite, elle s'est remplie un peu et ensuite, elle s'est revidée. Ça veut dire que quand le champion du monde, Figueiredo, comment il ouais. s'appelle? Comment? Figueiredo. Non. Le dernier, le main Ah, event. Glover Teixeira. Glover Quand le Teixeira. champion du monde, Glover Teixeira, pose les gars et prend la retraite, il n'y a plus personne dans la salle. Il n'y a même Mhm. pas d'applaudissements, il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est désert. C'est comme si tu avais un deuil et puis dans le deuil, il n'y a personne qui vient rendre hommage. Tu vois, il n'y avait rien. Il n'y avait rien, c'était vide. En gros, Moreno, il gagne le combat et pour sortir de l'arena,
on doit le protéger avec des parapluies et des couvertures parce qu'il prend une pluie de projectiles. Mais c'est quoi ça? Mm. Je parlais de ces, comment on appelle là, ces slogans-là. Tu vas mourir aujourd'hui, tu vas mourir aujourd'hui. Bon, je comprends que ce soit le troisième degré, mais calmons-nous, les gars. Pourquoi on ne peut pas changer ça? Pourquoi le public brésilien comme ça? Dès qu'il y a un combat qui commence, l'adversaire, quel qu'il soit, il va mourir. Et on lui promet la mort. Mm. Le combat est gagné, tu te dis c'est fini, le mec il sort, on lui lance des projectiles. Ouais. Vraiment, une pluie de projectiles. Non, j'ai pas beaucoup, j'ai pas apprécié le public du. À côté de ça, le public parisien, il est 100 fois meilleur, quoi. Ah, C'est mais nous, oui. on a gagné la palme le septembre dernier. On a gagné la palme des meilleurs, du meilleur public qui puisse avoir dans le monde du MMA, quoi. Et côté sportif, Jamal Hill, est-ce que pour toi, c'est un vrai calibre champion ou là c'est quand même par défaut, mine de rien? Est-ce que tu penses que le choc annoncé contre Jerry Prochaska sera compétitif? Oui, oui. Prochaska, Jerry Prochaska, c'est pas non plus un technicien de malade. Mhm. Donc, ce qu'on sait, c'est qu'il y aura de la bagarre. Jamal, voilà, il est un peu plus élaboré. Il avait une stratégie qui était bien préparée, bien huilée, avec des uppercuts qui passaient systématiquement, des bons combos, bons déplacements pour ne pas se faire amener au sol. C'était bien ce qu'il a fait, une belle stratégie. Jerry Prohaska, je pense que ça a fait un beau match. Je ne suis pas sûr que Jamal soit le favori forcément, même s'il est favori, je pense que ça va être un match très disputé, très équilibré. Euh, oui, voilà, c'est ce que je pense. La catégorie, elle est là, elle est là. Attention, Glover Teixeira, c'est pas n'importe qui, tu vois. C'est après, sa stratégie, il prend trop de coups, tu vois. Il prend trop de coups. Entre le dernier combat qu'il a fait contre Jerry Prohaska et ce combat, il a pris 352 coups effectifs. Hmm. 352 coups significatifs. Sa retraite est en pic. Hmm. Il peut pas continuer à prendre des coups comme ça. Euh, non, moi, je suis persuadé que ça reste une bonne catégorie, ça Ok. tient la route. En général, quand on sort d'une catégorie où il y a un grand nom qui s'en va, on a toujours l'impression que c'est le vide, il n'y a plus rien. Tu sais, la catégorie de welterweight, tu arrêtes, elle est très puissante. Mais dès que Abdul y va chez les middleweight, on se dit, bon, la catégorie, il n'y a plus personne. Mais non, non. C'est juste que il y a le mâle dominant qui a bougé un peu et on était amoureux de lui. Tu vois. Enfin, dans le cas de John Jones, on est habitué à lui. C'est lui qui gère la WWE. Donc, il n'est plus là et tout le monde, on trouve que tout le monde n'est pas terrible. Alors qu'on a bien vu que Ries a fait courir John Jones à un moment donné. On a bien vu que les mecs comme Gustafsson ont fait tomber John Jones à un moment donné et que sur les 12 tentatives d'amener au sol que John Jones a fait sur Gustafsson 1, il n'y a eu qu'une seule amenée au sol. À un moment donné Hmm. où le footwork était mort, c'était au cinquième round, il n'avait plus de footwork. Mais sinon, il a défendu les amener au sol. Donc, si tu veux, je pense qu'on se fait une idée très dure de la KT. Je pense que la performance Attention, 93 kilos, c'est lourd, c'est dur à porter. Hein. Et voir ce qu'il a fait athlétiquement, quand tu as 93 kilos, c'est pas si facile. Hein. Je trouve que c'est pas mal ce qu'il y a. Il y a du monde. Ok. Il y a entre Ankalaev et tout ce monde-là, il y a du monde encore. C'est bien. On n'a toujours pas parlé dans King NG, mais pourtant il est en train de monter salement ce monsieur. 14e mondial désormais, c'est Jailton Almeida qui était sur la carte de l'UFC 283. Alors, est-ce qu'on a un potentiel nouveau problème pour la catégorie reine ou là tu te dis bah pour l'instant il n'a pas vraiment été testé là aussi. Non, il a été testé. Il est très, très fort. Il est très, très fort. Il est vraiment, vraiment très fort. Moi, c'est sa structure corporelle qui m'effraie. Son ossature, son morphotype, il est construit pour pouvoir être suréquipé. Comment il est bâti,
on pourrait ajouter des kits, on pourrait complémenter, on pourrait upgrader en fait le niveau de sa machine. En gros, tu pourrais y mettre des muscles, tu pourrais y renforcer des tendons, tu pourrais le rendre encore plus costaud parce qu'il est constitué avec une taille de poids lourd. Il est musclé comme un poids lourd hyper sec. Et donc, il n'a même pas encore atteint sa maturité chez les poids lourds. C'est un faux poids lourd à la base. Mais imaginez quand il va commencer à s'asseoir dans la catégorie, prendre le confort de manger, y compris le jour de la pesée, faire de la muscu, développer de la force. C'est un poison. C'est vraiment, il va falloir contre lui des gros frappeurs. Parce que c'est là où il est fragile. C'est là où il est encore fragile. C'est que il va tomber sur des frappeurs, des vrais cogneurs, des mecs qui sont capables de cogner lourd et d'être précis, d'avoir du footwork, d'éviter de les amener au sol. Mais tant qu'il tombe sur des poids lourds, du genre balourd, un peu comme Chamil, non, il va se les faire au calme. Il sait qu'il va leur envoyer des bouches d'égout dans la tête, et puis il va les amener au sol, et puis il va leur marcher dessus, il va les soumettre dans la foulée. Il n'y a rien à faire. Donc, oui, je pense vraiment que c'est une force en puissance, mais il va arriver à maturité dans quelques années. Je Ok. pense qu'il va vraiment s'asseoir dans la catégorie à partir de 2024. Mais calibre contender, quoi. Voilà, aujourd'hui, il a le calibre contender, ça c'est sûr. C'est que Ok. si tu le mets contre n'importe qui dans le top 5, ça va pas être ridicule. Tu vois, c'est sûr qu'il va pas être s'il tombe dans le top 5, mais il ne va jamais être ridicule pour le moment parce qu'il a une structure et des fondamentaux qui sont très forts pour pouvoir le rendre compétitif à tout moment. Maintenant, c'est sûr qu'avec un peu plus de fight IQ, avec un peu plus de boxe et surtout de défense de boxe, il va pouvoir améliorer les choses et aller peut-être titiller la ceinture un jour. Alright, bien. Et dernier volet de cet épisode King Energy, on en avait parlé il y a très longtemps, Fernand, il y a très longtemps. Tu m'avais dit, bon, là, Francis, il est un petit peu en conflit avec l'UFC, mais si jamais un jour il part de l'UFC, moi avec AS, je me précipite pour le signer. Oui, Les oui. vidéos sont là, les vidéos sont là. Je n'ai pas le budget, je peux pas, je Bah, peux pas, je peux pas rivaliser. Non, non, non. Là, Francis, il a besoin. Je pense qu'en MMA, il va chercher 3 à 5 millions. Je pense qu'en boxe, il va chercher 20 30 millions. J'ai jamais les moyens de pouvoir faire ça, quoi. Nous, sur Ares, on n'a pas les moyens de faire ça. Non, on peut pas. On va juste le regarder à la télé, c'est tout ce qu'on peut faire. mais on en avait parlé déjà précédemment. Toi, comment? Est-ce que le move de Francis, sachant que soit c'est une situation différente parce que tu es en très bon terme avec l'UFC, est-ce que c'est quelque chose que tu comprends en termes de stratégie d'athlète, stratégie de carrière, de gestion de carrière? Euh, oui, je comprends, je peux comprendre. Je peux comprendre parce que ça dépend toujours de ce qu'on a comme vision des choses. Je, je- je pense qu'il a une vision plus globale de la vie. Je pense qu'il a une vision de legacy, d'héritage moral. Et je pense qu'il s'est dit, bon, euh, je vais jouer la carte de celui qui est, qu'on ne soumet pas, quoi, de celui qui est un Martin Luther King ou je sais pas moi, un activiste qui se bat pour les droits, tu vois. Et donc, du coup, c'est une carte qui est bien, médiatiquement, ça passe bien, ça peut aider. Et puis, au-delà de ça, il prend un pari en se disant, effectivement, quand tu combats à l'UFC, tu vas avoir ta prime qui est, disons, de 2 millions. À côté de ça, on va te donner l'occasion de pouvoir faire on va te donner 2,5 par exemple de pay-per-view, 2,5 de pay-per-view. Ça veut dire que si jamais vous vendez 1 million de pay-per-view, tu as déjà en sécurité 2,5 millions de ton côté que tu as gardé, plus les 2 millions que tu as de combat, voilà ce qui te donne, plus les sponsors, tu arrives à un bon montant, quoi. Tu peux avoisiner les 8 millions. Je pense que voilà ce qu'il y a et que lui, aujourd'hui, il s'est dit, bon, si je vais à l'extérieur et tout,
si je reviens, n'importe quand que je reviens, je peux encore. Enfin, j'exagère quand je dis n'importe quoi. Je veux dire, dans les 3 prochaines années, Hmm. si Francis revient à l'UFC, je pense que l'UFC pourrait le re-signer. S'il va au Bellator, je pense qu'il n'aura pas du mal à avoir 1 million. S'il va au PFL, je pense qu'il n'aura pas du mal à avoir 1 million, 5, 2 millions. S'il va au One FC, certainement, il pourra avoir 1 million. Ce que je vais dire par là, c'est que il sait que l'OMMA, c'est là, ça ne bouge pas. Au lieu de se battre avec eux, s'ils ne veulent pas valider ce que je leur demande, bah, je vais faire un tour en boxe anglaise avec un peu de chance. Les escrocs, avec un peu de chance, les, les mauvaises personnes du milieu de la boxe anglaise ne me font pas de mal. J'esquive, je passe à travers les filets et je tombe directement sur le bon match. Si je tombe sur le bon match, je peux avoir quelques millions. Ça va pas être 100 millions parce que, bon, il faut toujours regarder de la proportionnalité. Conor McGregor, quand il a 100 millions d'euros, c'est parce qu'il est déjà capable à lui tout seul de vendre 2 millions 400 pay-per-view et que d'un autre côté, Mayweather, il peut vendre 4 millions de pay-per-view. Les deux associés ensemble, avec d'un côté la promotion HBO qui s'associe à la promotion Zuffa pour pouvoir faire un événement, ça fait une grosse puissance parce qu'il y a de l'endorsement, il y a la cooptation de l'UFC qui accompagne, Dana White qui accompagne personnellement et qui tient par la main Conor pour aller chercher les sous. Et puis, il y a de l'autre côté la promotion de boxe anglaise qui rend encore l'événement un peu plus prestigieux. On a d'un côté un mec qui est double champion de l'UFC versus un mec qui est invaincu et le plus grand boxeur de tous les temps en boxe anglaise, qui est le plus grand vendeur de pay-per-view versus le plus grand vendeur de pay-per-view. Dans le cadre de Francis, ça va pas être la même chose. Il n'est pas le plus grand vendeur de pay-per-view, mais il a une aura. Donc, avec un peu de chance, il affronte, que ce soit Tyson Fury ou, comment on l'appelle, Deontay Wilder, Anthony Deontay Joshua. Wilder ou Anthony Joshua, s'il affronte l'un des trois, bon, il pourrait tomber certainement pas sur le genre de montant qu'on a fait, mais il aurait assez d'argent pour se mettre vraiment à l'abri. Et ensuite, pour la fin de sa carrière, il pourrait revenir à l'UFC, au Bellator, au PFL, au NFC, où il veut calmement refaire quelques derniers combats avant de prendre la retraite. Donc, si tu veux, finalement, c'est pas mal. Il y a pas mal Hmm. d'options possibles. Il pourrait même aller faire le catch. Borglesa gagne plus d'argent que tous ses combattants de MMA, calmement en faisant quelques galipettes. Donc, je comprends tout à fait cette démarche-là. Voilà, je comprends. Et tu penses que tu pourrais être dans cette situation-là, à un moment donné, avec Cyril, par exemple, quand je dis avec Cyril, parce que, bah, Non, gros bagage, ok. non. Non, non, quand je dis, pas, pardon, pardon, je me suis mal exprimé, pas en situation de bras de fer avec le FC, parce que je pense que ça n'arrivera pas, mais plutôt une situation où vous vous dites, vous commencez, genre là, Cyril bat John Jones, il y a une, deux défenses de ceinture, et là, t'as Tyson Fury qui commence à faire des petites sorties en mode, bon, bah, Cyril, Ouais, viens mais par là. ça, je l'ai déjà dit. Ça, c'est pas un secret. Ça, c'est pas un secret. Je l'ai déjà dit à l'UFC que c'est ce que je souhaitais ça, mais de manière différente. Hmm. Je l'avais, cette stratégie d'aller d'abord en MMA pour faire la boxe après, c'est moi qui l'ai donné à Francis. C'est moi qui D'accord. en ai parlé à Francis en premier, en stratégie, en lui disant, oublie la boxe anglaise pour le moment. Ouais, Pour aller c'est faire plus la boxe simple. anglaise, Hmm. il faut qu'on aille faire les premiers rounds. Pour que je demande la licence pour les premiers rounds à la boxe anglaise pour faire. Ensuite, tu vas peut-être devenir amateur, faire les championnats amateurs. Ensuite, éventuellement, un jour, tu auras la licence. Et si tu as la licence, tu vas peut-être te frotter au grand boxeur en France. Je suis pas sûr que tu puisses avoir un ascenseur social et que tu puisses gagner ta vie comme ça. Par contre, si tu vas du côté de l'UFC, tu as la garantie que tu vas être champion de l'UFC. Avec l'endorsement des 3 lettres qui t'accompagnent, tu pourras revenir avoir la légitimité d'affronter un grand boxeur et tu vas te faire ton pactole. Donc ça, c'est quelque chose que tu peux avoir comme discussion. Et je pense que pour être tout à fait honnête, moi, de la manière dont j'en ai parlé à l'UFC sur Cyril, ils n'ont pas émis d'opposition du tout. Avec, Hmm. vraiment, ils sont d'accord avec moi que on a bien discuté longuement. Ils savent que je comprends le modèle business de la boxe. La boxe n'est pas une promotion sportive. La boxe n'a pas d'argent posé qui attend un événement.
la boxe là maintenant pour le prochain événement de Tyson Fury. Ils n'ont pas le cash posé en banque. Ils vont le créer, ils vont créer un mouvement, ils vont faire du sponsoring, ils vont machin. Ils ont les sous, il y aura des investisseurs, et à la fin du show, ils se partagent les sous et il n'y a plus rien. Et on repart à zéro. Le, le MMA, la promotion des MMA, c'est que constamment, on va gagner des sous, on va les épargner, on va réinvestir pour créer d'autres promotions. On va investir pour développer la pratique de masse. Notamment, dans le cadre de l'UFC, ils vont à Beijing, ils vont construire un institut Shanghai, ils vont à Shanghai construire un, institut, un PI, un Performance Institute, où les combattants peuvent venir s'entraîner gratuitement. Ils vont au Mexique, ils en font un. Là, ils ont envie de faire un en Afrique. Voilà un peu, c'est des trucs qui coûtent 27 millions de dollars et c'est gratuit et il n'y a pas de rendement dessus. Donc, si tu veux, c'est comme ça qu'on se met à développer la masse et que ça prend, le sport prend une autre amplitude. Mais ça, c'est pas comme ça que la boxe se développe. La boxe, c'est on organise un gala, on fait un pay-per-view, les gens s'abonnent, ils payent, on se partage des sous, on se casse. Donc, dans ce cadre-là, on sait qu'aujourd'hui, amener un gars comme Cyril, alors qu'il n'a pas encore eu de ceinture, qui n'a pas défendu plusieurs fois les ceintures, ça n'a pas de sens. Conor McGregor, il a eu un certain nombre de défenses de ceinture, il a même une double ceinture. John Jones, il a défendu 12 fois des ceintures, il a participé à 15 compétitions de championnat de ceinture. Bah, s'il va faire de la boxe, il est relevant parce qu'il a un héritage moral puissant et qu'on le reconnaît comme un code et il va matcher avec quelqu'un, tu vois. Donc, moi, j'ai eu cette discussion personnellement avec l'UFC et ils sont pas fermés dessus. Ils sont même, ils apprécient même le fait qu'on puisse en parler de manière en projetant avec tout l'écosystème. Ce n'est pas, les gars, quand on va y arriver, on veut que vous nous libérez. Dans 3, 4 combats, on va aller faire l'anglaise. Non, c'est, on veut aller ensemble, travailler sur quelque chose, proposer quelque chose à Top Rank, à une promotion de boxe et tout, et leur dire, bon, nous voilà, nous, on vient avec Cyril, il vient de faire 3 défenses de ceinture, on a envie de tester Edgy s'il est encore le champion ou n'importe qui est champion, Usyk ou n'importe qui. Ensuite, on fait le match et ensuite, on repart faire la boxe. Ça, c'est quelque chose qui a déjà été évoqué. Alright, et ben voilà, la boucle est bouclée, je pense, Fernand. Pour cette semaine, je sais pas si tu avais quelque chose à ajouter, mais je pense qu'on a fait le tour. Oh, c'est pas mal, on a fait le tour. Ouais. Je remercie le public qui, dorénavant, achète les places de Arès très en avance. On est sur un taux de remplissage qui, un mois en avance, c'est déjà, voilà, on est bien avancé. Donc, je rappelle qu'Arès 12 arrive bientôt. Ne perdez pas le temps. Je remercie le public de La Sueur. Toujours un abonnement. Cliquez dessus sur la cloche pour vous rappeler quand il y a des petites, parce qu'ils sortent des petites pastilles en cachette, même moi je les loupe des fois. Donc c'est vrai, j'ai loupé quelques petites pastilles là sur Baïsankou, je savais pas que vous avez fait quelque chose, mais j'étais pas au courant et donc donc dorénavant, allez-y, mettez votre petite cloche, mettez un like, un commentaire et puis ça peut nous aider. Ares Fighting Championship de retour le 17 février. On en reparlera bien évidemment parce que sur le papier, c'est une carte, on va dire, qui est peut-être pas la plus ronflante en termes de nom, mais il y a pas mal de petites pépites. Oui, elle est bien la carte. Il y a pas mal de petites pépites. Déjà, le titre en bantamweight entre Demate Peña contre Elias Boukzedam, c'est un très beau combat. C'est l'un des plus grands champions qu'on ait en France, Elias, qui a été champion du bref. Plusieurs fois, on a le retour de Alioune Ndiaye contre un vétéran de l'UFC. Voilà, on sait que ça pourrait lui créer le chemin peut-être pour septembre à l'UFC. Qu'est-ce qu'on en sait? C'est une bonne chose. On a pas mal de beaux combats qui arrivent. On a le retour de Jackie Jeanne, on a Tourpal, on a Salder qui revient, on a des beaux combats, Bobby Palette. On va en parler en tout cas. Oui, on en Merci en tout reparlera. cas pour le soutien et puis À la à semaine bientôt. prochaine.